C'était une introduction ou une anti-introduction, je ne sais pas, à la table ronde qui va parler d'économie contributive au niveau des territoires. Et donc, j'appelle pour cela Patricia Cortijo, directrice du conseil chez Utopie, qui va, j'appelle également pour la rejoindre, Cécile Renoir, professeure directrice de recherche à l'ESSEC et également présidente du campus de la transition. Bonjour. Alexis Nollet, cofondateur d'Ulteria. Et Fabrice Bonifay, président du C3D, dont on a parlé, et directeur du développement durable et qualité dans le groupe Bouygues. Voilà, vous avez une heure comme tout le monde. Je pense que c'est donc Patricia qui a prévu la coordination et voilà la répartition des rôles. À tout à l'heure. Bonjour, merci beaucoup. En fait, pour tout vous dire, c'est ma collègue Annabelle Richard qui a prévu toute l'organisation, mais qui a eu un incident chez elle et qui, malheureusement, ce n'est pas trop grave, mais ne peut pas être avec nous. En tout cas, moi, je me réjouis aussi d'animer cette table ronde. Donc, chez Utopie, on travaille sur les questions du local et le local fait partie, on va dire, de nos convictions et de nos engagements depuis près d'une dizaine d'années, avec le sentiment que c'est un élément, une dimension indispensable en fait de la transition. Hein. On constate tous au travers de la multiplication des initiatives locales, de la volonté des collectivités territoriales de coupler développement local et transition, des questions de revitalisation aussi de territoire avec des initiatives comme Action Cœur de Ville, et puis de l'intérêt des consommateurs pour les circuits courts. Chez Utopie, on a fait pas mal d'études, si vous regardez voilà, sur cette question, par exemple sur le sujet de l'autonomie alimentaire, hein, pour constater que la marge de progrès reste importante, puisque aujourd'hui, quand on regarde les aires urbaines, les 100 premières aires urbaines, leur taux d'autonomie alimentaire est de 2%. À l'échelle de la France, on exporte 30% de ce qu'on produit, on importe 38% de ce qu'on consomme. Alors évidemment, ce n'est pas toujours la même chose, mais pas mal de boucles pourraient être un peu plus fermées. Et la bonne nouvelle, c'est celle dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est que les entreprises, le monde de l'entrepreneuriat s'intéresse de plus en plus à ce sujet. Il y a plusieurs initiatives qui le traduisent. Pour en citer quelques-unes, Auré a travaillé pendant et continue à travailler sur cette question d'ancrage territorial. Donc, vous pouvez trouver sur leur site pas mal de rapports sur cette question. La plateforme RSE avait été mandatée par l'Agence nationale de la cohésion du territoire sur une responsabilité d'entreprise qui serait plus territoriale. Donc, la plateforme a émis plusieurs recommandations, enfin 11 pour être précis. Et chez Utopie, nous avons lancé un groupe de travail auquel plusieurs grandes entreprises ont répondu sur un concept d'entreprise pollinisatrice que nous n'avons pas inventé, mais qui a été créé par un économiste localiste américain que je vous conseille, qui s'appelle Michael Schuman, et qui explique les leviers dont disposent les entreprises pour développer un entrepreneuriat de territoire. Donc voilà, vous le saviez déjà, je pense, mais il s'agit d'une tendance vraiment lourde d'évolution du monde de l'entreprise, et on a la chance, je pense, d'avoir autour de la table des points de vue et des expériences très complémentaires de ce sujet-là. Donc, je vais vous présenter, enfin, vous les connaissez sans doute tous déjà, mais voilà, je vais jouer mon rôle d'animatrice et vous les représenter. À ma droite, ma gauche pour vous, Cécile Renoir, qui est professeure et directrice de recherche à l'ESSEC, qui est présidente du campus de la transition, voilà, elle le représentera, mais un écolieu et aussi un laboratoire économique sur la question de l'enseignement de la transition. Alexis Nollet, qui est fondateur d'Ulteria, cofondateur avec Sébastien Becker, si je ne m'abuse, d'Ulteria, voilà, qui est un écosystème créateur de valeur pour l'homme et le vivant, et Fabrice Bonifay, qui est président du C3D, donc le comité des collège
directeur du développement durable et qui lui-même directeur du développement durable du groupe Bouygues, voilà, qui vont aborder ce sujet sous de nombreuses facettes, car Annabelle avait prévu de très nombreuses facettes, vous allez le voir. Donc on a un premier tour de table pour mieux comprendre en fait ce que recouvre ce concept d'entreprise contributrice de la revitalisation des territoires, peut-être en commençant par vous, Cécile, et on a plusieurs micros, c'est merveilleux. Et donc, on a souvent... ce concept fait peut-être écho au fait que la RSE a pu sembler pendant longtemps plus déconnectée du territoire. Comment définiriez-vous la notion d'entreprise contributrice et comment, à votre avis, se pose cette question de territorialisation de l'engagement sociétal des entreprises? Merci. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et tous. Déjà, la prémisse qui serait que la RSE avait peu à voir avec les territoires, en fait, en y réfléchissant ce matin, je me suis dit c'est pas forcément si vrai que ça, parce que précisément, on a pu avoir tendance à regarder la RSE comme des donations charitables aux communautés locales, par exemple proches des sites de production. Je prends l'exemple d'enquêtes que j'ai pu mener au Nigeria ou dans d'autres pays liés aux industries extractives. Précisément, un des problèmes, c'était une vision de cette RSE comme non pas reliée aux effets du cœur de métier de l'entreprise, mais une réponse à des demandes dispersées de parties prenantes locales, sans que ça ait forcément à voir avec la volonté justement de traiter les effets de l'activité sur différents types de parties prenantes et d'essayer de traiter les problèmes en amont. Et là, il me semble que depuis une dizaine d'années maintenant, on a une nouvelle approche de la RSE suite à tous les efforts qu'il y a eu à l'échelle internationale pour essayer de réfléchir davantage aux enjeux, enfin aux liens entre entreprises et droits humains. Donc là, ça fait écho tous les travaux d'abord dans le cadre du Global Compact, encore avant du Centre de surveillance des multinationales à l'ONU, qui a finalement ensuite donné le Global Compact, mais qui est juste des incitations, enfin l'invitation à ce que les entreprises s'engagent volontairement. Et puis le travail mené par John Ruggie, qui était conseiller spécial des différents secrétaires généraux de l'ONU, pour essayer de faire advenir peut-être des réglementations contraignantes à terme pour les entreprises multinationales. Et donc, c'est quand même ces travaux-là qui ont donné lieu, là, depuis 2011 en Europe, à une définition de la RSE par la Commission européenne, qui est de dire la RSE, c'est la maîtrise par une entreprise de ses impacts. Et là, il me semble qu'on arrive déjà à quelque chose qui est quand même, on pourrait dire, un changement de paradigme, parce que c'est justement une autre approche de la RSE qu'une approche très philanthropique. C'est vraiment cette idée que l'entreprise doit cartographier ses effets de différentes natures sur différents types de parties prenantes à un niveau local, territorial, beaucoup plus large, et puis à partir de là, rendre compte de la façon dont elle traite ses impacts, alors soit pour essayer d'éviter les impacts négatifs, ou de les minimiser, de les réparer. Et là, on retrouve ensuite, je pense qu'on va en reparler, des éléments comme la loi sur le devoir de vigilance, et finalement une invitation pour des entreprises, y compris des grands groupes multinationaux, se dire qu'est-ce qui se passe à une échelle locale et à une échelle multilocale, on pourrait dire. Je peux en dire beaucoup plus, mais je pense que… Voilà, mais ce que j'entends bien, il y a cette idée de finalement faire converger une première approche qui était locale, mais pas forcément sur le bon périmètre, avec une notion de responsabilité qui doit se réancrer en fait aussi dans les territoires. Oui, et du coup, ce qui suppose de regarder la responsabilité d'entreprise et la RSE comme ce qu'on pourrait appeler une responsabilité systémique d'entreprise et pas simplement sociale et sociétale et environnementale, comme on conçoit souvent la RSE. Mais si on veut justement avoir une économie contributrice au niveau territorial, ça oblige à regarder la convergence ou pas entre les logiques financières et extra-financières. D'où l'idée de responsabilité systémique. Très bien. Et on y reviendra aussi sur la notion, prochaine question, mais sur la notion de collaboration et de lien avec d'autres parties prenantes, sur cette notion aussi de système.
Alexis Nollet, je vous passe la parole puisque vous avez créé avec Ulteria un projet éminemment local. Donc voilà, une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus concrètement ce qu'est Ulteria? Merci. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Moi, j'ai l'impression le petit poucet parmi les grands groupes, etc. Moi, avec Sébastien, mon associé, on a repris une entreprise tout à fait classique, une entreprise industrielle en 2006, une menuiserie industrielle, dans un tout petit village, zone de revitalisation rurale dans Yonne, entre Vézelay et ceux qui connaissent, ou entre Avallon et Auxerre. On a eu un parcours d'entrepreneur assez classique, hein, on a grossi. Maintenant, quand on a pris la boîte, on était une trentaine, et on faisait 2 millions de chiffre d'affaires. Maintenant, on reste tout petit, mais on fait 25 millions, on est 200, et on est sur plusieurs territoires, en Bretagne et puis Bergerac. À un moment, je ne sais pas si je vais tout à fait dans le sujet, hein, je m'en excuse par avance, mais à un moment, on s'est posé la question du sens de notre travail, de l'entreprise, et quel impact elle avait sur son territoire. Comment dire, on s'est posé cette question particulièrement à l'occasion d'une offre de rachat par un groupe américain. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique, hein, dans les entreprises, dans les PME, on bosse, etc. Puis à un moment, on peut se faire acheter sa boîte et les actionnaires, les propriétaires partent avec beaucoup d'argent. Beaucoup, ça dépend des échelles. Nous, c'était quelques millions chacun. Mais à 40 ans, c'était en 2015, ça nous paraissait beaucoup. Et du coup, à ce moment-là, ça a été un espèce de point de bascule pour se questionner sur la responsabilité. Enfin, qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'une personne morale? Il y a le mot personne dedans quand même. Hein. Qu'est-ce qu'une personne morale? À qui elle appartient? Est-ce qu'elle appartient vraiment à ses actionnaires? Est-ce qu'on en est intendant? Est-ce qu'on en est propriétaire? Est-ce qu'elle nous appartient vraiment, cette entreprise? Voilà, tout un chemin un peu personnel et aussi un chemin d'engagement dans la transition climatique, parce qu'on a été, nous on travaille beaucoup avec le secteur du bio. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout écolo de base, hein. Pas du tout. Mon père il a fait toute sa carrière dans la grande distribution, je ne savais pas ce que c'était. Et petit à petit, conscience que, on peut l'aborder de 2 points en tant qu'entrepreneur, hein. Conscience que ça va fortement chahuter, on est en train de le vivre, hein, très très chahuté, et du coup, en tant qu'entreprise, si on tient à sa boîte, il va bien falloir bouger et la rendre régénérative, etc. Et puis aussi d'un point de vue peut-être plus philosophique, philanthropique, des questions de partage des richesses, etc. Des choses un peu, voilà, qui posent question. Du coup, on s'est lancé dans une quête un petit peu de qu'est-ce qu'une entreprise et à quoi elle sert. Il y a notamment le concept d'écologie intégrale qui nous a beaucoup touché. Il y a économie, social, environnement. C'est au centre de tout ça que se situe sûrement quelque chose qui est durable, que la clameur des pauvres, donc tout ce qui est les problèmes sociaux, font écho à la clameur de la terre. En fait, c'est la même chose. Il faut s'occuper tout en même temps. Et donc, comme on est des industriels, une réponse à ça, ça a été de construire un campus. Donc, on a acheté un terrain de 10 hectares sur lequel on a essayé, on n'a pas essayé, on a mis des activités différentes, mais on a essayé de les lier, de faire l'écologie intégrale. Donc, on a une usine qui est, on pourra peut-être en parler, mais qui a été construite en cradle to cradle. Donc, ça veut dire qui est très, qui a été construite directement pour que quand elle sera déconstruite, dans 50 ans, dans 100 ans, elle sera plutôt un stock de matière que partir en déchets. De l'autre côté, on a mis une ferme. Au milieu, on a aussi créé une école. En disant l'éducation, c'est primordial pour l'engagement des générations futures. Donc, on a une école Montessori, une crèche. Et on a aussi un projet de maison de la transition. Et là on fait tout un travail en ce moment de se rallier au public, parce que le privé ne peut quand même pas grand-chose sur des questions fondamentales, des réseaux, etc. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec le conseil pour nous, c'est le conseil régional, c'est des petits, voilà, la banque des territoires, etc. Peut-être pas être plus… Ça va? Oui, parfait, très bien. Pas au bout des questions. Alors, Fabrice Bonifay, vous, le groupe Bouygues, travaille depuis plusieurs années sur plusieurs fondamentaux de l'ancrage. On a fait un notamment à l'échelle des chantiers. Comment vous percevez en fait la maturité actuelle en fait du secteur du BTP sur ces questions d'ancrage local, et quels sont les grands défis de l'ancrage local du secteur? Quelques minutes. Par essence même, les entreprises du BTP, c'est du multilocal. Parce qu'en fait, le modèle constructif qui domine aujourd'hui en France et même en Europe,
c'est un modèle constructif où on n'achète pas des maisons en Chine, puis on les importe chez nous. Enfin, pas encore en tout cas. Et donc, les chantiers sont là où il y a des besoins. Et donc, alors, ce qui voyage pas mal, par contre, c'est les matériaux de construction. Parce qu'on a tellement standardisé la façon de construire que, on construit localement, mais souvent avec des matériaux qui peuvent venir d'un peu plus loin que du bassin, de là où c'est prévu d'être construit. Alors ça commence à poser quelques problèmes parce que transporter des pondéreux, ça porte bien son nom, hein, ça coûte très cher et ça coûte de plus en plus cher. Et on voit bien dans notre activité chez Colas, le prix double tous les 40 km, enfin le prix des matériaux transportés double tous les 40 km de transport. Donc, plus on a les ressources de matériaux à proximité, plus on est compétitif quelque part sur les chantiers qu'on propose. Alors les grands défis pour aller droit au but, il y en a 5. Comme l'a dit monsieur, c'est que c'est quand même aberrant. On va être jugé par les anthropologues du 22e siècle, mais le BTP, c'est l'industrie qui produit le plus de déchets en volume. Alors selon l'ADEME, c'est 42-43 millions de tonnes par an. Et le taux de valorisation de ces déchets, c'est 60% en recyclage, mais en mauvais recyclage. On fait de la sous-couche routière, mais ce n'est pas du recyclage très noble. Il y a quand même encore 40% de ce volume qui est enfoui dans des centres d'enfouissement technique de classe 1 déchets inertes, et on n'en fait rien en fait. Et alors là où c'est le pompon, il y a moins de 0,1% de ce volume qui est réutilisé, réemployé à l'identique ou en détournant légèrement l'usage. Donc c'est complètement dingue. Et, on est l'industrie qui consomme plus de ressources minérales avec un recyclage faible et un réemploi nul. Donc c'est clair que pour Bouygues, comme pour tout le monde, l'enjeu, compte tenu de tout ce qui va se passer sur la prise de conscience qu'il va falloir qu'on émette moins de gaz à effet de serre, c'est d'arrêter de gaspiller ces matériaux parce que dans l'empreinte carbone d'un bâtiment, il y a l'empreinte carbone liée au fonctionnement qui, avant les réglementations thermiques, concentrait l'essentiel des émissions. 70 et 80% des émissions, elles se faisaient en aval. Sauf que maintenant que les constructions neuves, on bénéficie d'une réglementation qui est assez exigeante avec la RE 2020. Bien là, c'est l'empreinte carbone la plus importante, c'est au moment de la construction du bâtiment. Donc, si on veut arrêter d'émettre, il va falloir qu'on arrête de gaspiller les matériaux et donc de faire de nos bâtiments, comme l'a dit monsieur, et il a raison, des bâtiments banques de matériaux. Alors, on ne le fait pas encore, mais c'est notre ambition en tout cas. Moi, je pousse ça en tant que directeur pour durable, avec les équipes opérationnelles, pour qu'on trouve un modèle économique pour que demain, on puisse dissocier la vente d'un bâtiment des matériaux constitutifs, sachant qu'on pourrait imaginer demain qui commence aujourd'hui, un modèle économique où les industriels resteraient propriétaires des matériaux, de manière à ce qu'on puisse, tant que les matériaux sont utilisés pour un bâtiment, qu'on puisse thésauriser sur ces matériaux qui vont rester en place un temps donné. Et ensuite, dès lors que le bâtiment deviendra BHU, bâtiment en usage, ou sera rénové tout ou partie, on pourra récupérer tout ou partie de ces matériaux pour pouvoir reconstruire sans forcément passer par une phase de recyclage, mais réemployer certaines parties du bâtiment. Et c'est tout à fait techniquement possible, notamment grâce à la traçabilité numérique qu'on pourra avoir de ces différents éléments. Alors pour l'instant, c'est une utopie. Alors il y a quelques expérimentations aux Pays-Bas qui vont dans ce sens-là, chez nous et chez vous aussi. Donc on ne part pas complètement de zéro. Heureusement qu'il y a des pionniers qui nous guident. Et on voit que pour une fois, ce n'est pas forcément les gros qui inspirent les petits, mais c'est souvent les petits qui inspirent les gros, ce qui est le cas dans ce cas de figure-là. Alors, première chose, donc, faire des bâtiments banques de matériaux, parce que je pense que localement, de plus en plus, les territoires auront besoin de s'autonomiser et donc de garder sur leur bassin les matériaux dont ils auront besoin pour rénover leur patrimoine au fil du temps, comme ça se faisait d'ailleurs pendant des siècles et des siècles. C'est comme ça que ça se passait. Les pierres du château servaient pour l'église, servaient pour le dispensaire. Enfin, tout ça, c'était une économie circulaire de fait, compte tenu qu'il y avait très peu d'énergie. Donc, c'était comme ça. Alors, deuxième enjeu pour nous, c'est l'artificialisation. Donc, alors, tous les chiffres ne sont pas forcément… on entend tout et n'importe quoi là-dessus, mais
on prétend qu'on artificialise l'équivalent d'un département tous les 7-8 ans en surface de plancher. Je ne sais pas si c'est vrai, là, ça mérite d'être fact-checké, mais en tout cas, on artificialise beaucoup. Il y a eu la mode des zones pavillonnaires, puis on a les centres commerciaux, les zones industrielles, les zones d'activité. Mais ça aussi, ça ne peut pas durer, parce qu'à chaque fois que vous artificialisez, vous tuez le vivant. Hein, c'est aussi bête que ça. Et donc maintenant, on est challengé par nos clients, et puis maintenant, il y a les réglementations ZAN qui arrivent, en disant, on veut bien que vous continuiez à construire, mais si possible, sans artificialiser. Alors là, ça veut dire construire sur des zones qui le sont déjà, ça veut dire construire sur les zones qui étaient polluées et qu'on va dépolluer, ou sur des friches industrielles, et surtout, il était grand temps qu'on s'en occupe, mais réhabiliter des bâtiments qu'on dirait c'est impossible à réhabiliter, il faut tout casser. Ben non, de plus en plus, on va avoir intérêt à rénover, à réhabiliter plutôt que de tout casser et de reconstruire. Alors l'artificialisation, il faut prendre en compte en fait cette donnée-là dans nos appels d'offres aujourd'hui, parce que c'est un vrai défi territorial. Pour qu'une entreprise de PTP, elle puisse dire dans les années qui viennent qu'elle n'a pas augmenté son activité ou maintenu son activité au détriment des terres arables, au détriment du vivant. On n'y est pas, hein. Mais comme les arbres ne grimpent pas au ciel, de toute façon, tôt ou tard, il faudra pouvoir inscrire cette logique-là de zéro artificialisation dans notre modèle économique. Troisième enjeu, c'est l'attractivité de nos métiers. En France, on a voulu tout intellectualiser, hein. Donc, les métiers manuels, les métiers de terrain, c'était ceux qui ne réussissaient pas leurs études qui allaient dans ces métiers-là. Et on souffre encore d'un déficit d'image. C'est quand même dommage parce que c'est quand même un super beau métier. Hein. Et donc, on souffre tout simplement d'une pénurie là. C'est très chronique dans le bâtiment. En pratique, que c'est vrai dans tous les domaines en ce moment, mais dans le bâtiment, ça fait longtemps que ça dure. De pénurie de main-d'œuvre, tout simplement, de main-d'œuvre qualifiée, qui aujourd'hui, c'est une double pénurie. Hein. On a une pénurie sur la construction traditionnelle, mais comment on est obligé de faire évoluer notre modèle constructif pour aller vers des modèles constructifs qui vont être un petit peu plus modulaires et qui vont devoir inclure la conception bioclimatique, des nouveaux matériaux, le bois, le biosourcé, le chanvre, la terre crue. On n'a juste pas les gens qui savent faire, quoi, et pas à l'échelle où ça pourrait démarrer. Donc là aussi, on met en place des initiatives chez Bouygues pour former des collaborateurs sur ces nouveaux métiers, sur ces nouvelles façons de faire. Mais ça, c'est un enjeu aussi qui va être territorial très rapidement, hein, parce qu'il faut arriver à former tous ces gens-là, pas à un seul endroit, il faut les former partout. Et ça, c'est un enjeu qui va être très important dans les années qui viennent. Un autre sujet, c'est le logement abordable. Donc, bon, la France, le spectre des salaires est très différent selon que vous êtes en région et que vous êtes dans les grandes villes. Et nous, on est partout, hein, et même partout à l'international. Et c'est vrai que les modèles constructifs aujourd'hui, où les normes se sont empilées depuis beaucoup d'années, hein, alors c'est bien, on a un niveau de construction, de qualité de construction aujourd'hui normatif, hein, qui sur le papier fonctionne bien. Par contre, comme on souffre de compétences, il y a des problèmes de réalisation et de qualité qui sont chroniques. Donc là, c'est devenu tellement complexe, on a tellement empilé les régulations depuis des années que les marges de manœuvre finalement pour innover ne sont pas si importantes que ça. C'est anachronique, mais c'est même contre-intuitif. Et je pense que si on veut faire un breakthrough, là, si on veut vraiment renverser la table et refaire du logement abordable en prix, il faut, je pense, enfin nous, ce qu'on propose et ce que je pousse moi, c'est d'aller vers des habitats plus frugaux, voilà, et qu'on ose, avec les pouvoirs publics locaux, encore une fois, eh bien, des logements qui vont être beaucoup plus participatifs, avec des zones partagées, des jardins partagés, des choses où on va avoir des pièces à vivre communes. Et là, il va falloir qu'on réinvente la notion de vivre ensemble, parce que l'empilage de boîtes, comme on a fait depuis des années, ça, on sait que c'est pas durable, et on sait que la maison individuelle pour tous aussi, c'est pas soutenable d'un point de vue écologique. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Et le dernier sujet, c'est la réversibilité pour les bâtiments notamment qui sont les plus importants en mètres carrés. Je pense que la trop grande spécialisation dans l'acte de construire de ces dernières décennies
a conduit à une trop grande spécialisation des villes et des villages où il y a des zones où on travaille, des zones où on habite, des zones où on vit. Et c'est le caractère fonctionnel trop spécifique qu'on a créé fait que ça crée du commuting, ça crée des mouvements pendulaires qui sont aujourd'hui délétères en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce que ces mouvements se font souvent avec des systèmes thermiques. Donc, il faut arriver à trouver des bâtiments qui vont pouvoir être réversibles, qui vont pouvoir changer d'usage, multifonctionnels, et surtout, et je me dirais un peu plus loin, c'est qu'il faut le plus vite possible qu'on arrive à travailler sur l'intensité d'usage des infrastructures, car on a beaucoup trop d'infrastructures qui ne sont pas assez utilisées, et donc on assiste à un double gaspillage, notamment de foncier, mais aussi un gaspillage de CAPEX, tout simplement, avec des infrastructures qui sont sous-utilisées par leurs utilisateurs parce que trop spécialisées et mono-utilisateurs. Donc voilà, les défis, on n'en manque pas. Heureusement, il y a des réponses à tout ça. On a des concept building, notamment de bâtiments hybrides à économie positive, qui sont viables économiquement parce que partagés, parce que centre de ressources. Donc, il faut arrêter de raisonner tout le temps en centre de coût, mais aussi raisonner en centre de profit, ce qu'on ne fait jamais, pour essayer de boucler l'équation économique qui, in fine, demeure vain. Merci pour cette réponse très complète sur les défis, les nombreux défis. Alors, pour comprendre un peu sur concrètement ce que ça change d'avoir cette démarche, on se disait peut-être plus fine à l'échelle des territoires. On voit bien ça nécessite de comprendre un peu plus finement ce qui se passe et en lien peut-être avec d'autres acteurs. Je vais essayer de combiner plusieurs questions, notamment celle sur l'échelle, la bonne échelle de l'action, et puis ce que ça signifie en termes d'organisation, de collaboration, peut-être de gouvernance. Peut-être commençons à nouveau par vous, Cécile, si ça vous convient, puisque vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet en fait de la qualité relationnelle, et vous parliez aussi d'approche plus systémique. Donc voilà, en France, dans des pays en développement, mais aussi en France, est-ce que vous pouvez préciser est-ce qu'il y a derrière ce sujet de qualité relationnelle et le lien qu'on peut faire entre cette notion-là et l'évolution peut-être de l'organisation des entreprises et de leurs relations avec d'autres acteurs du territoire? Merci. Et je vais peut-être relier votre question à l'intervention précédente de Fabrice Bonifay en disant et en prenant l'exemple très concret du campus de la transition, donc qui est ancré en Seine-et-Marne, donc dans un château qui a été un domaine de 12 hectares, qui a été mis à disposition du projet. Voilà, on est dans un petit village de 400 habitants, à 3 km de Montereau, qui est une ville de 20 000 habitants, et dans le Grand Paris. Donc on a pas mal de... voilà, c'est assez illustratif de pas mal de défis, donc, et notamment là, de rénovation écologique de bâtiments anciens. D'ailleurs, il y en a dans la salle qui en savent quelque chose. C'est-à-dire comment faire quand on a des bâtiments qui sont magnifiques, mais qui sont des lieux dans lesquels ces dernières années, les jeunes avec lesquels j'habite ont appelé ça avec humour l'opération Sibérie. C'est-à-dire qu'en attendant d'avoir une chaudière à bois bûche, ce qu'on a depuis 3 mois, c'est-à-dire qu'on essaie de limiter au maximum la déperdition d'énergie. Et donc, on a vécu dans un château très peu chauffé. Voilà. Et du coup, ce qui nous fait réfléchir à la manière dont on est amené en France à essayer de favoriser cette rénovation écologique de bâtiments anciens. Et je crois, pour avoir à peu près en tête les chiffres qui sont dans le plan de transformation de l'économie française. Alors évidemment, ils sont matière à débat, mais je crois que l'ordre de grandeur qui est donné, c'est de dire qu'il faudrait passer de 400 000 nouveaux logements construits chaque année à 100 000 construits chaque année en 2050. Donc, ce qui dit quelque chose du défi aussi pour le monde du BTP, et il me semble que ça relie complètement avec ce que vous disiez de la nécessité de rénover plutôt que de construire à neuf. Ouais, dans le PTEF, pour ceux qui font transformation de l'économie française, du Shift Project, donc on sait, pour plein de raisons, et pas simplement des raisons dogmatiques, c'est des raisons physiques, on va construire en neuf moins.
Et donc, c'est tout à fait vos chiffres là. Mais le chiffre le plus intéressant, c'est surtout le chiffre de la rénovation. C'est de passer de 224 000 par an aujourd'hui à 700 000. Donc, c'est vrai que nos métiers à nous, demain, ce sera rénover des logements qui sont déjà là, mais aussi transformer en logements des bâtiments qui n'avaient pas été conçus initialement pour être des logements, les anciennes casernes, des bâtiments industriels, etc. C'est ça le défi aujourd'hui pour nos métiers. Mais oui. Et du coup, alors au campus, donc bon, on a l'exemple très concret là de la rénovation du lieu même où on réside et où on essaye justement d'avoir des bâtiments qui soient multi-usages et d'essayer de favoriser en fait, de la coopération entre acteurs divers. Alors, il y a exactement ce que vous soulignez du défi de mutualiser un certain nombre de choses en vivant ensemble. Alors, on a décidé, nous, d'avoir une vie, ce qu'on appelle la vie commune, alors à la fois avec des personnes qui sont engagées pour au moins 1 an dans le projet, donc pour lesquelles c'est la résidence permanente. Et puis, on a des services civiques stagiaires, d'ailleurs, je pense qu'on a un qui est peut-être parmi nous cet après-midi, qui sont là pour 6-8 mois. Et puis, bon, des bénévoles qui tournent là, toutes les 3-4 semaines, des gens qui viennent voilà, de manière plus ponctuelle et puis pour des formations. Et on se dit que si on donne autant d'importance à ces enjeux de vie commune, c'est qu'il nous semble être un des défis majeurs dans les années, les décennies qui viennent, pour se dire qu'on peut favoriser de la convivialité avec une meilleure mutualisation d'un certain nombre de machines, etc. Ça ne signifie pas qu'il faille que tout le monde vive avec ce degré d'intensité de vie communautaire, mais ça laisse imaginer aussi pas mal de formules variées d'habitat partagé. Et du coup, on est en lien aussi avec le réseau des oasis qui sont, je crois que maintenant, il y a 1200 lieux qui sont listés par la coopérative Oasis comme étant des lieux, soit des écolieux, comme on dit, des lieux d'habitat partagé. Et pour avoir eu, grâce à un financement de l'ADEME et du Fonds social européen, la possibilité, là, depuis 2 ans, de travailler alors, sur ces enjeux de liens et de capacité relationnelle, comment mesurer la façon dont ces habitats partagés contribuent à améliorer le lien social sur les territoires. C'est ce qu'on a essayé de regarder avec un panel de 10 écolieux. Et je pense à un notamment, je pense qu'il va aussi tout à fait dans le sens de ce que vous décriviez, qui est celui d'écologie à Strasbourg. Je crois que ça a été une espèce d'expérimentation qui a donné lieu maintenant à l'extension à 30 ou 40 habitats partagés dans la métropole de Strasbourg, et justement avec une invitation à favoriser la rénovation de bâtiments et des expérimentations dans lesquelles chacun a quand même son appartement, mais beaucoup de choses sont mutualisées. Et ça, alors on essaie ensuite de regarder ce que ça signifie en termes d'empreinte écologique et en termes d'amélioration du lien social, donc avec un indicateur qu'on avait construit qu'on a construit il y a une quinzaine d'années avec Gaël Giraud et puis des différents doctorants successifs, au départ pour regarder les effets de l'activité pétrolière sur le lien social au Nigeria. Et puis en fait, de fil en aiguille, cet indicateur, on s'est dit qu'il était très précieux pour essayer alors évidemment, de quantifier ce qui est inquantifiable, la qualité du lien. Mais comme c'est le propre des indicateurs, c'est de faire signe vers des dimensions que parfois on laisse un peu de côté. Et en ce qui concerne l'indicateur de capacité relationnelle, l'idée, c'est vraiment de montrer que pour l'évolution de nos modèles économiques, si nous voulons précisément des économies plus justes et contributives, régénératives, la question, c'est quand même de savoir comment on utilise le profit comme un moyen au service de la qualité du lien social et écologique. Et du coup, de mettre en avant, grâce à un indicateur alors, qui est en soi pas suffisant et qui suppose pas mal d'enquêtes qualitatives à côté, cet enjeu du lien social, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette convention avec l'ADEME, finalement, ce qui nous était aussi dit par des ingénieurs qui sont plutôt dans une logique assez techno, c'est de se demander comment tous ces programmes qui visent à réduire l'empreinte carbone ou l'empreinte écologique, on peut montrer qu'ils sont aussi compatibles et même qu'ils servent la qualité du lien social. Ça, je pense que c'est quand même du point de vue aussi des enjeux de RSE, alors compris au sens systémique, un aspect qui est vraiment décisif. Merci beaucoup. Oui, donc ce sera vraiment
un nouvel impact que pourraient avoir les organisations à regarder, en fait, cette qualité du lien et comment une organisation est facteur de lien social et oui, L'habilité. exactement. Et ben, ça me fait penser, en fait, quand dans les questions d'entreprise pollinisatrice, en fait, il y a un des leviers qu'a l'entreprise pour participer au développement d'un entrepreneuriat de territoire qui est la capacité de participer à des réseaux et de contribuer à la vitalité des réseaux locaux. Et en fait, le constat qu'on fait, c'est que des régions, par exemple, où il y a des réseaux très, très forts comme la Bretagne, en fait, sont aussi des régions où il y a un entrepreneuriat de territoire assez vivace. Pour repasser la parole à Alexis, vous en parliez, vous avez des relations en fait spécifiques avec des acteurs locaux ou régionaux. En fait, la question, c'est par rapport à une forme d'entreprise plus classique, en fait, qu'est-ce que Uteria a changé ou change comme relation avec des acteurs du territoire, partenariats locaux? Je crois que réponse aussi à des besoins du territoire. Est-ce que voilà. Ouais. Alors, nous, on est au début. On n'est pas au début, mais quand on est du privé et qu'on s'occupe de territoire, on se dit, l'entreprise, est-ce que c'est plutôt un bien commun? C'est un petit peu radical et on a une étiquette. Moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on doit déjà montrer patte blanche parce qu'on a un a priori de qu'est-ce qu'ils ont encore inventé pour gagner encore plus d'argent. Donc, c'est un petit peu ce qui est… Voilà. Donc, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on a dû faire nos preuves un petit peu et que là, je sens un point d'inflexion où vraiment, il y a peut-être l'ODD 17 aussi qui est la seule ODD qui est un moyen, c'est-à-dire il faut faire du lien, c'est ce que tu disais, Cécile, il faut faire du lien pour pouvoir changer, il faut travailler ensemble. Et depuis vraiment très peu, hein, quand je dis très peu, c'est 2 ou 3 mois, je sens les pouvoirs publics, la mairie, etc., plus enclins à travailler avec nous sous réserve que l'entreprise arrive à se déposséder. Enfin, voilà, par exemple, nous, on est en train de monter une crèche pour les enfants. On a une école aussi, et on pourrait se dire c'est parce que ils veulent attirer des gens sur le territoire, que ce soit attractif, ce qui est vrai aussi, mais c'est aussi parce qu'il y a un besoin local, etc. Et cette crèche qui veut, et là, mon rêve, c'est qu'on arrive à monter une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, avec des citoyens, avec la mairie, avec nous, et que la propriété de la crèche, les éventuels bénéfices, ce sera très peu, soient partagés. Voilà, moi je crois que c'est vraiment possible que le privé, que les entreprises entrent dans une collaboration, dans un projet de territoire, mais il y a un corollaire qui est l'actionnariat, la création de richesse qui est éventuellement créée. Ce ne serait pas juste qu'elle aille uniquement à du privé. Donc, en même temps, il y a un parallèle, et c'est pour ça que c'est très, très compliqué, à mon avis, pour les grands groupes de s'engager là-dedans, parce que les décisions, elles sont plutôt, c'est des fonds d'investissement qui détiennent tout ça. Il me semble que ça va passer par des petites boîtes comme nous, où le capital est individuel et où on est assez libre d'envisager un nouveau mode entrepreneurial et peut-être de remettre cette espèce d'objet social de l'entreprise au pot commun en se disant c'est un outil du territoire qu'on vient vivre ensemble. Merci beaucoup. Et oui, pour un grand groupe, Fabrice, oui, ça va dans cette direction-là de développer quand même des dispositifs peut-être davantage d'écoute, de collaboration. Monsieur a raison, c'est plus compliqué pour les grands groupes. Parce que la notion de création de valeur, pour un grand groupe, ça ne remonte pas forcément qu'au niveau du territoire. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, non, mais l'enjeu maintenant pour toutes les entreprises, au-delà de leur taille, c'est l'enjeu de la résilience pour les territoires. C'est qu'on a fait croire aux gens que grâce à la mondialisation, on allait pouvoir faire venir des marchandises de n'importe où et que tout ira bien. Puis on voit bien qu'avec ce qui vient de se passer, la crise en Ukraine, la pandémie, c'est cette histoire de
trop spécialiser les régions du monde dans la construction, la conception de certains éléments. Nous, on le voit pour certains éléments du bâtiment, hein, où les matériaux X sont fabriqués là-bas, les matériaux Y sont fabriqués. Et en fait, nous, on fait l'assemblement du puzzle localement. Et puis que quand il y a une région qui vient à défaillir, ben, en fait, ça arrête complètement le chantier, quoi, hein. On en est là. Et donc, la crise nous dit, bah, là, il faut réindustrialiser, il faut refaire du local, etc. Mais on ne fait pas ça en 15 jours. C'est pas le tout de le décréter. Et c'est pour ça que si on veut rester présent sur les territoires, ben, il va falloir qu'on collabore plus avec les acteurs de ce territoire. Alors, ce qu'on faisait avec les sous-traitants, ça, c'était déjà le cas, mais ce qu'on ne faisait pas avec les fournisseurs. Parce que les fournisseurs, c'était souvent déjà des grands groupes, parce que c'était des outils industriels qui étaient très importants pour pouvoir produire des composants du bâtiment extrêmement peu chers. Et en fait, un bâtiment, c'est l'agrégation de main-d'œuvre pour monter, pour construire, et assembler des choses qui ont été fabriquées everywhere. Donc, dans les années qui vont venir, il est probable que le modèle constructif évolue vers ce qu'on appelle du semi-modulaire, où on aura en fait des fabrications locales avec un montage local, et on va recommencer à refabriquer localement. Mais ça mettra une génération. Il ne faut pas se leurrer, hein, ça ne va pas aller si vite que ça. Mais c'est un enjeu de pérennité et de résilience. Et on a commis une étude avec le Shift Project en Coreux sur la résilience des territoires, qui explique très bien ça, hein, ce mouvement qu'il faut pouvoir impulser le plus vite possible. Et en plus, la bonne nouvelle quand même dans cette histoire, c'est que nos métiers, c'est quand même des métiers qui ne se délocalisent pas, je le répète, hein, et c'est aussi ça va être favorable à l'emploi. On le dit dans l'étude, rénover les bâtiments, c'est plus intensif en main-d'œuvre que de construire neuf. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que de toute façon, il n'y aura pas de mieux-être écologique sans mieux-être social. Et il faut déjà donner du boulot aux gens, quoi. Et oui, peut-être une question, ça nécessite en termes de l'évolution de l'organisation un peu une révolution de la fonction achat. Parce qu'il y a eu des années de centralisation des achats et donc un mouvement de balancier. Complètement. Que nous, on a connu ça dans notre entreprise, hein, où on a commencé par acheter très très local au tout début de la création de Bouygues. Puis après, petit à petit, massification, concentration, voilà, contrat cadre, ceux qui travaillent dans les grands groupes connaissent bien ces mots-là. Et puis là, hop, retour du balancier. Hop, alors je ne dis pas qu'on reviendra comme au tout début, mais on a certainement été trop loin dans l'extrême concentration des achats en dépendant en fait de très peu de fournisseurs à l'autre bout de la planète, qui met en risque finalement l'approvisionnement, et on le voit bien, hein, on le voit dans l'automobile, mais on le voit aussi dans le BTP, cette extrême concentration fait que quand ça s'arrête quelque part sur la planète, on ne peut pas terminer les chantiers, ce qui est quand même un peu anachronique, quoi. Donc, ça, et compte tenu que ça ne va pas s'améliorer, hein, cet aspect chaotique, ça va être de pire en pire. Il est clair qu'on on aura du mal à expliquer en permanence au client, écoutez, ce n'est pas de notre faute, hein, voilà. Le client va vous dire, écoutez, que vous démerdez avec les acteurs locaux, ça sera plus simple. C'est ce qu'il va falloir qu'on fasse ça. Je ne vois pas comment on va faire ça dans le monde actuel, et là, Dorothée, je ne sais pas où elle est, mais il faut se dépêcher de faire changer les normes comptables, parce qu'il y a le prix d'achat qui reste quand même… et du coup, c'est un peu tant qu'on n'a pas changé ça, et qu'on ne fera pas payer le coût social et le coût écologique de l'achat loin, etc., qu'on n'acceptera pas de payer plus cher en euros, mais en comptant la dette sociale et la dette écologique derrière, tant qu'on fera ça, on va dans le mur, quoi. Je ne crois pas du tout. Moi, je crois à ce qu'il vient de dire. Donc, il faut faire ça. Et moi, je voudrais juste mentionner les deux exemples qui ont été donnés dans l'atelier auquel j'ai participé tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils sont là, d'ailleurs, c'est Chloé Rossignol qui a sur pour la relocalisation de certaines filières, et c'est avec l'expérience Fleur d'ici, et puis Maximilien, je ne sais pas comment on prononce son nom, Picochet, sur résilience, là, sur la question du textile. Et trouvé très intéressant que justement Maximilien évoquait la façon dont il teste la méthodologie CARE
sur la question du textile et avec l'idée de tester pour l'année 2023 justement le scope 3 du point de vue à la fois écologique et social. Donc lié aussi à la question des chaînes de valeur et au fait du soutien à l'emploi digne voilà, dans les chaînes de valeur du textile. Donc je trouve que c'était passionnant et du coup voilà, ça fait plaisir d'entendre ce genre d'exemple et je pense que c'est effectivement ce genre de choses on espère voir fleurir, c'est qu'elle veut dire. Bon, ben, très bien. Alors, peut-être, pour vous redonner la parole, Alexis, en fait, on l'a vu, on l'a déjà abordé, mais on a l'impression que cette notion de contribution et de lien au territoire, ça change de manière assez, et vous le disiez aussi, enfin, vous le disiez tous, assez systémique l'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça change aussi le modèle économique? Je crois que vous avez aussi des modèles d'organisation interne qui seront particuliers. Enfin, comment est-ce que ça veut dire faire la péréquation entre différentes activités? Enfin, et comment vous voyez un peu l'évolution de la voie du modèle économique? Je la vois difficile, pour être honnête, parce que voilà, nous, on est engagés depuis maintenant 5 ans de manière assez radicale. On a donné une partie de nos actions à un fonds de dotation, c'était une partie de la propriété. On s'est engagé dans un peu d'autres métiers que les nôtres. On a fait une usine cradle to cradle qui vaut peut-être 40% plus cher que si on avait fait le bâtiment le moins cher, mais si on regarde uniquement le coût d'achat, hein, si on regarde sur 30 ans, nous sommes moins chers, parce qu'on va quasiment pas consommer d'énergie fossile. Les gens chez nous, il y a des belles fenêtres pour voir les vignes quand ils travaillent. Socialement, c'est plus agréable. Voilà, mais on compte pas comme ça. Donc, moi, je le vois, je le vis en fait. Nous, on s'est engagé très fort socialement, écologiquement et économiquement. Mais la valeur concrète sociale et écologique, elle est pas comptée en fait. Elle est pas nulle. Tous les comptes de résultats sont orientés pour que le bas de ligne soit maximum. Et avec ça, on peut refaire fructifier, etc. Il y a un vrai problème que qu'on vit vraiment, où on doit même un peu se ralentir des innovations qui nous paraissent justes. Et il faut des petits poussés qui essaient, et ce qu'on essaie d'être, mais il nous faudrait plus de soutien R&D du secteur public. Il y a besoin de... Alors, il y a des gens comme toi qui arrivent avec ce que tu fais au campus, moi je trouve ça extraordinaire, cet engagement, mais ça dépend beaucoup de mécénat, je crois. Donc, tu as réussi par ton réseau, etc., c'est extra, tu as réussi à avoir du financement. Nous, on essaye aussi, mais je pense que les pouvoirs publics devraient choisir peut-être pas nous, hein, mais il va falloir nous aider à ce que, en faisant du social et de l'écologie, en trouvant d'autres systèmes, c'est hyper dur. Une usine, nous moi j'ai des ouvriers, etc. On n'est pas dans un cabinet de consultants, etc. Et ils font du super boulot aussi. Hein. Je veux dire, une usine de devenir générative, etc. C'est extrêmement compliqué. On passe par plein d'échecs, on essaie un truc, ça marche pas, etc. Ça coûte une fortune. Mais ça coûte une fortune au point que, attention à ce qu'on dépose pas de bilan, tout s'arrête. Donc, il y a un vrai enjeu de la part des pouvoirs publics de mettre de l'argent pour nous aider à faire bouger le modèle. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, mais tout à fait. En fait, je me disais que ça faisait écho à l'introduction et de se dire, est-ce que la difficulté, c'est pas de reconnaître cette innovation, qui est très aussi chez vous de modèle, mais aussi d'organisation, en fait, de systémique. C'est système, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quelqu'un qui parlait des normes là tout à l'heure, ISR, etc., en disant que c'était. Moi, je suis 100% d'accord. En fait, en ce moment, on est en train de nous dire, écoutez, nous, on a trouvé des modèles, on va vous faire une maison écologique au prix d'une. Dire non, c'est pas ça, pour les investisseurs. On va vous faire investir dans des maisons écologiques, etc., et vous allez faire le même TRI que si on investissait dans du parpaing. Il y a une espèce de rester dans le même modèle et de se dire on va changer les choses. Ce n'est pas vrai. C'est ce que toi tu fais. Et on est vraiment dans des changements, il me semble, systémiques, donc très lourds, très long terme. Il faut travailler ensemble et il faut être multisolving.
Nous, entreprise, pourquoi on construit une école? On a une école Montessori. Moi, je suis directeur d'une école. Parce qu'on pense que dans notre territoire, il faut que les enfants ils apprennent à travailler ensemble, etc. Et que Montessori, il fait beaucoup ça. Enfin bref, plein de choses. Et il faut accepter que des entreprises puissent s'engager là-dedans parce qu'il faut changer de système et non pas changer une toute petite partie qui est… C'est bien, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va vraiment basculer. Non, mais c'est… Ouais, c'est très intéressant. Pardon. Oui. Mais dans quelle mesure Bouygues ne pourrait pas faire quelque chose en fait? Alors là, vous prêtez. Alors, non, mais là, je ne peux pas l'utiliser. Mais je suis allé demander à Bouygues de construire notre école. Parce qu'on fait une école biosourcée, cradle to cradle, etc. Je suis en relation avec Fabrice Piolet. Le système. Voilà, il est venu plusieurs fois nous voir. Ils sont hyper intéressés par notre usine. Et moi, je souhaite développer des liens avec les multinationales parce que voilà, moi, le truc, eux, ils sont bons, ils ne sont pas bons, ça ne marche pas, quoi. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et oui, Bouygues pourrait nous aider et il nous aide d'une certaine façon déjà. Un petit peu. Je crois que le temps est trop de sujets. Il faudra que… Non, mais peut-être un dernier tour, enfin, pour savoir si nos intervenants avaient des derniers messages et points importants qu'ils souhaitaient faire passer de manière droite au but. Derrière tout ça, pour moi, la question de la formation, voilà, au point de départ de la création du campus, il y avait cette idée qu'il fallait déformater les étudiants. Moi, je me disais surtout école de commerce. Et puis, les amis ingénieurs m'ont dit, mais c'est autant dans les écoles d'ingénieurs et c'est finalement tout l'enseignement supérieur. Et ça, je pense que c'est quand même la clé. Et là, on voit, je pense qu'on a tous lu dans les journaux ou écouté les messages d'étudiants qui invitent à bifurquer. Voilà, alors évidemment, c'est qu'une minorité des étudiants sortis de ces écoles, mais quand même, ça dit quelque chose du souhait de contribuer vraiment de façon exigeante, radicale à des transformations justement systémiques de nos modèles économiques. Donc voilà, pour moi, c'est les questions de formation. Et du coup, nous, on est en train de réfléchir au campus, qu'est-ce qu'on fait que d'autres peut-être ne font pas. Et du coup, d'ailleurs, je renvoie parce que si certains ont aussi des avis sur la question, on se dit, bon, on forme, là, on essaye d'aider à la transformation des cursus dans l'enseignement supérieur, notamment quand même pas mal écoles d'ingénieurs, commerce, Sciences Po, etc., mais avec le souci aussi de la mixité sociale et du lien avec différents types de formations. Et une des choses qui nous frappe beaucoup, c'est quand même le nombre d'étudiants et de jeunes professionnels, ingénieurs notamment, justement, qui bifurquent, qui changent, qui veulent avoir un métier concret. On dit fondamentalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de former des gens avec des doubles compétences, à la fois intellectuelles et très pratiques pour ces métiers? Voilà. L'éloge du carburateur. Voilà. Donc, ouais, donc, enfin, on a parlé de la mixité fonctionnelle, mais il faut qu'on parle aussi de la mixité des flux que les infrastructures peuvent générer et aujourd'hui, on a des infrastructures qui sont utilisatrices de flux physiques, mais qui n'en produisent pas. Et donc, du fait, ça les rend très dépendants de grands systèmes de production décentralisés. Et que ce soit pour l'eau, on l'a démontré, nous, sur un bâtiment expérimental à Grenoble, où on récupère les eaux grises, les eaux pluviales pour les réutiliser pour les toilettes et l'arrosage du bâtiment. Et ça, c'est avec les stress hydriques qui vont se multiplier. Je pense qu'on doit utiliser maintenant les infrastructures en tant que telles pour pouvoir produire, pour qu'elles puissent produire leur propre énergie, l'autoconsommer, certainement alimenter des véhicules électriques demain, de plus en plus. C'est pareil pour l'eau. Et en plus, si on traite l'eau in situ, et qu'on en réinjecte une partie dans le bâtiment, on va pouvoir remettre des eaux humides un peu partout et travailler aussi sur les îlots de chaleur qui, dans les centres-villes, ça pose un vrai problème avec les canicules qui arrivent. Donc, on a aussi besoin de plus en plus de mutualiser aussi un certain nombre d'infrastructures. Moi, je trouve dommage aujourd'hui quand on dépose un permis de construire et qu'on ne regarde pas avant de dire, tiens, est-ce qu'il y a besoin d'un parking, d'une salle polyvalente dans ce bâtiment? Est-ce qu'à 50 mètres, il n'y en a pas déjà une? Et qu'on pourrait partager, en fait. Et on le voit, que ce soit pour la commande publique ou la commande privée, cette notion, on a des infrastructures qui sont indépendantes les uns des autres, et il n'y a pas de recherche d'interdépendance. Et ça crée un gaspillage, en fait, de l'argent public, d'une part, et puis un gaspillage de ressources physiques, d'autre part, parce qu'on construit, je le répète, des infrastructures qui sont structurellement sous-utilisées. Donc,
cette notion de bâtiment producteur de flux, partager des infrastructures, intensifier l'usage, c'est des choses qui doivent apparaître aujourd'hui dans les cahiers des charges le plus vite possible. Alors, ça va complexifier un petit peu, bien sûr, les relations entre les parties prenantes, mais aujourd'hui, le numérique peut nous aider aussi un petit peu quand même à fluidifier ces échanges d'informations, de manière à ce qu'on construise moins, mais qu'on utilise mieux ces infrastructures, parce qu'il y a un double enjeu écologique et social. Merci beaucoup. Et Alexis, est-ce que vous aviez un message, enfin des vastes sujets sur les freins, sur les modèles, on en a parlé, sur la formation, vous en avez parlé avec… J'ai déjà dit, moi, je trouve que de changer le système, c'est très, très difficile. la collaboration. Et là, c'est plus collaboration. Ouais. Enfin, on a besoin du… Voilà, on a On ne besoin… peut pas lutter contre le besoin système. Je crois qu'il y a son système, mais le système autour. Oui, le système autour qui est important. Et comment est-ce qu'on coopère ensemble plutôt que lutter contre. Là, il y a des multinationales, il y a des PME, il y a des citoyens, il y a des associations, il y a des CECIL qui font des campus de la transition. Comment est-ce qu'on s'unit pour travailler ensemble? Moi, ce que je crois quand même, peut-être vous allez me dire c'est du communautarisme, mais je crois au principe des minorités actives, c'est-à-dire que les systèmes n'ont jamais bougé par une masse, jamais. Donc, il n'y a pas de honte à se regrouper avec ceux qui ont envie de faire bouger le système et qui sont je ne sais pas s'ils pensent pareil, parce que c'est quand même pas du tout le cas, mais qui ont envie de s'engager, et regroupons-nous et créons des lieux pour ça. Moi, je crois aussi beaucoup aux lieux, aux maisons, dans chaque territoire, une maison de la transition. Ça, je pense que ce serait top. On va rester sur cette super proposition. Merci beaucoup à tous.